Eh bien, à nouveau, bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire NatureAdapt en cette rentrée de septembre. C'est pour le témoignage de la réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan. Ce webinaire fait partie du cycle de webinaires du projet Life NatureAdapt. Donc, c'est des webinaires qui ont lieu tous les premiers jeudis du mois, donc à 11 heures. Ils sont, comme vous avez pu le voir, sur inscription. Très rapidement, le projet NatureAdapt, c'est un projet qui vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion des espaces naturels et de développer une communauté d'experts et de praticiens sur ce thème autour notamment de la plateforme NatureAdapt. Et vous pouvez donc retrouver toutes les informations du projet, les avancées, les différentes réalisations, discuter sur plein de sujets et notamment les enregistrements des webinaires sur la plateforme. Donc, on va vous mettre le lien de la plateforme dans le chat si vous ne l'avez pas déjà. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est Christine Daudelin et Véronique Le Bourgeois du PNR du Morvan qui vont partager donc, avec nous l'expérience qu'elles ont faite de la mise en œuvre de la démarche d'adaptation qui a été développée dans le projet. Du coup, elles vont nous partager leur expérience en tant que site d'expérimentation. Et suite à leur présentation, il y aura un moment pour échanger sur le sujet. Surtout, n'hésitez pas à poser les questions que vous pouvez avoir pour Christine ou à témoigner aussi, vous, des retours que vous pouvez avoir dans vos espaces respectifs. Vous pourrez les poser en utilisant l'outil lever la main ou sinon, n'hésitez pas également à les mettre dans le chat et puis on vous donnera la parole. Christine, je te laisse partager ton écran pour ta présentation. Est-ce que c'est bon le partage d'écran là? Alors, ça a commencé. Ouais, c'est parfait. Ok. Donc, je suis Christine Daudelin, je suis la conservatrice de la réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan. Et je suis présente avec Véronique Le Bourgeois, qui est ici à côté, qui se cache. Parce que moi, j'ai participé à l'élaboration de toute cette démarche, mais c'est Véronique qui a piloté le travail, qui est toujours actuellement dans la structure, mais qui n'a plus de temps dédié sur le projet, et qui s'est quand même rendu disponible pour pouvoir participer aux échanges et répondre à vos questions, surtout s'il y a des aspects un peu plus pointus et plus techniques que je ne maîtriserai pas. Je vais commencer par vous présenter un petit peu les caractéristiques de la réserve, qui ont été pris en compte, qui ont été un peu prépondérants dans toute la mise en œuvre de cette démarche. Ensuite, ce qu'on a fait, nous, sur notre site, en reprenant un peu les grandes étapes de la méthodologie. Et puis ensuite, comme ça fait pratiquement un an maintenant que c'est sorti, où on en est de la mise en œuvre de certaines des opérations, et puis de notre réflexion, qui est toujours un petit peu en cours au final, hein, c'est jamais complètement arrêté. Alors, la réserve naturelle régionale des Tourbières du Morvan, c'est en réalité un réseau de 12 entités qui sont présents au cœur du parc naturel régional du Morvan, en région Bourgogne-Franche-Comté. Ce réseau de sites apporte une certaine complexité parce qu'on est sur un plan administratif sur 11 communes, 2 départements, 2 Comcom, etc. Et que ce sont des sites aussi qui fonctionnent de façon indépendante les uns des autres. Chacun de ces sites tourbeux a un fonctionnement propre. Et par exemple, on est sur 2 bassins hydrographiques, la Seine au nord, la Loire au sud. Certains sites sont vraiment en tête de bassin versant. D'autres sont présents plutôt au sein de grandes vallées alluviales qui traversent le Morvan. Alors pourquoi ce réseau de 12 entités? En fait, c'est historique. C'est des sites qui ont été préservés, restaurés, maîtrisés par 5 partenaires depuis une trentaine d'années. Avec le parc du Morvan, le conseil départemental de la Nièvre, le conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne, la société d'histoire naturelle d'Autun et le conservatoire botanique national du bassin parisien. Et chacune de ces structures a mis en œuvre un certain nombre d'opérations au fur et à mesure des opportunités qui se présentaient. Et au bout d'un certain nombre de temps, il s'est avéré, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait qu'on ait une cohérence d'approche et une mutualisation de nos moyens. Et c'est ce qui a justifié le classement d'une réserve naturelle régionale.
donc, qui a été classée par la région Bourgogne-Franche-Comté en 2015. Donc, c'est une réserve relativement jeune, mais un historique plutôt ancien sur ces sites-là. Et l'intérêt de ce partenariat, donc le parc est gestionnaire de la réserve, mais on a une convention partenariale avec l'ensemble de ces structures-là, chacun ayant un rôle à jouer et des opérations à piloter. Et dans le cadre de ce projet d'adaptation, l'intérêt, c'est que le noyau dur en fait, des experts qui ont contribué à mettre en place la démarche, c'est les personnes ressources au sein de ces 5 structures, donc, qui ont pu mobiliser leurs compétences, leur réseau, leurs équipes. Donc, la réserve des tourbières du Morvan, bien sûr, héberge des tourbières, mais pas que. Donc, sur les 266 hectares, il y a une cinquantaine d'hectares qui sont réellement des massifs de tourbes. Donc, ça représente 7 sites sur les 12. Et donc, on a une certaine mosaïque d'habitats de tourbières. On a aussi des milieux aquatiques très variés, donc, notamment 3 étangs, 3 gros étangs, des cours d'eau plus ou moins gros, avec leurs annexes hydrauliques, et notamment aussi tout un réseau de petits écoulements de surface, de suintements et de petits rues. Et un certain nombre aussi de milieux stagnants, de petits milieux stagnants, donc ça va de petites mares à micro-bouilles en fait, sur les habitats tourbeux. On a un grand ensemble de prairies humides et de mégaforbiers, donc qui constituent un peu le fond de la matrice qui englobe l'ensemble du reste des habitats. Et puis, donc, si vous faites la somme des surfaces de ces 3-là, on n'atteint pas 266, mais le reste, en fait, c'est en gros ce qu'on appelle les séries dynamiques associées, donc des stades assez évolués de boisement en milieu humide, ou toutes les marges qui sont plus mésophiles, mais qui ont été intégrées à la réserve parce qu'elles constituent aussi des zones tampons ou des ensembles, des unités fonctionnelles importantes. Alors, le plan de gestion de la réserve, on est au milieu de sa mise en œuvre, du premier plan de gestion. Donc, il a mis en évidence 3 enjeux de conservation: la fonctionnalité des massifs de tourbes, le potentiel d'accueil des milieux aquatiques et l'intégrité écologique des prairies paratourbeuses. Donc, de ces 3 enjeux de conservation découlent tous les objectifs et les opérations de gestion. Et on a 3 facteurs clés de réussite: l'amélioration en continu des connaissances, l'ancrage territorial de la réserve et évidemment son fonctionnement administratif. Et donc, les opérations qu'on a mises en œuvre dans le cadre du LIFE étaient déjà prévues au plan de gestion. Elles faisaient partie des opérations de connaissances identifiées à mettre en œuvre. Pourquoi on avait déjà identifié ça à ce moment-là? C'est parce que quand on a travaillé à partir de 2017 là, sur le plan de gestion avec le comité consultatif et qu'on était en train d'établir un peu, de dresser l'état des lieux du patrimoine naturel et les facteurs qui l'influencent, en fait, les élus du territoire nous ont tout de suite posé la question, est-ce qu'on allait être capable de maintenir ce patrimoine dans un contexte de changement climatique? Et c'est là qu'on s'est fortement mobilisé pour faire partie du projet et l'inscrire déjà dans le plan de gestion. Alors, je ne rentre pas du tout dans le détail de la démarche d'adaptation, mais je vous mets juste le schéma global pour rappel. Donc, on a 4 grandes phases dans cette démarche: une phase d'immersion et de cadrage, une phase de collecte d'informations et d'analyse, une phase de définition des stratégies, et puis un bilan réflexif. Chacune de ces phases pose des questionnements et doit apporter un certain nombre de réponses. Et chacune de ces phases apporte aussi des livrables. Donc nous, là, on va se concentrer sur le diagnostic de vulnérabilité et le plan d'adaptation, qui sont vraiment les documents opérationnels qui nous permettent à nous, gestionnaires, ensuite de décliner en opérations concrètes ce qui découle de cette démarche d'adaptation. Alors, dans la phase d'immersion et de cadrage, le préalable qui a été posé sans grande surprise, c'est que le facteur eau va être prépondérant dans notre réflexion, puisqu'on a des habitats tourbeux. On a besoin d'avoir un bilan hydrique positif qui va conditionner un peu l'équilibre entre turfigénèse et minéralisation. On a une typologie des habitats tourbeux qui sont liés au type d'alimentation en eau, donc les eaux issues des précipitations directes ou les eaux de ruissellement du bassin versant. Et puis, on a besoin d'un engorgement qui est continu toute l'année. Le bilan hydrique positif, il est valable à l'échelle de l'année, mais il est valable tout au long de l'année. En fait. Donc, une fois ce cadrage posé,
on est rentré dans une phase de collecte d'informations avec, en premier lieu, sur quel scénario on travaille et à quelle échéance de temps. Donc, pour décider de ça, on a réuni le comité consultatif, on a posé un petit peu la problématique et c'est ce comité qui, collégialement, a décidé qu'on allait travailler sur le scénario RCP 4.5, qui est un peu le scénario médian. La raison, c'est que le scénario le pire, en fait, est un peu paralysant, c'est-à-dire qu'on aurait tendance à se dire que tout est perdu et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et le scénario le plus optimiste nous inciterait peut-être moins à l'action. Donc, on a choisi le scénario médian et on a choisi de travailler à l'horizon 2050 parce que c'est plus facile de se projeter sur un horizon quand même relativement proche que sur un horizon lointain. Et une fois ça défini, tout le travail sur les données climatiques a commencé pour définir quel serait le climat de la réserve dans les années 2050. Donc, ce qui ressort de toutes les variables climatiques grâce au modèle, c'est que sans surprise, les températures moyennes vont augmenter. En particulier, les températures moyennes estivales vont plus augmenter. Qu'on va avoir des épisodes de chaleur, de canicule plus importants. Tout ce qui concerne le nombre les vagues de froid, le nombre de jours de gel effectivement est en baisse. Pour les précipitations, donc aucun modèle n'est vraiment très fiable en fait sur les prévisions. On est plutôt sur des prévisions stables ou à peine à la hausse. Donc on considère nous, pour la suite qu'on est relativement stable. Ce qui va compter surtout, c'est la répartition des précipitations dans l'année. Et puis, concernant des modèles hydro qui permettent aussi de prévoir un peu l'évolution des débits des cours d'eau, on voit qu'on est sur une baisse drastique des débits, notamment à l'étiage. Donc là, on a l'exemple d'un cours d'eau, la Dragne, qui est un cours d'eau du territoire sur lequel ça a été modélisé. Et en fait, on voit qu'on est déjà, on atteint déjà en ce moment les fourchettes basses qui étaient estimées à l'horizon 2050. La recharge des nappes sera en baisse, et l'évapotranspiration, donc un facteur aussi très important à prendre en compte, sera en hausse d'après ces modèles. Alors ensuite, comme information à bien analyser, spécifique à nos milieux, donc c'est le fonctionnement, les diagnostics fonctionnels de nos tourbières. Donc on a essayé de synthétiser sur un petit schéma l'ensemble des facteurs qui sont à prendre en compte sur nos sites. Donc, sachant que ça reste un schéma théorique, puisqu'on a un réseau de tourbières qui fonctionnent chacune différemment les unes des autres. Donc, il n'y en a aucune qui corresponde exactement à ce schéma-là. Mais globalement, sur nos tourbières, on a assez régulièrement du haut-marais, même des grosses surfaces de haut-marais, qui sont alimentées par les précipitations directes. On a aussi des bas-marais en périphérie, qui, eux, sont alimentés par les eaux provenant du bassin versant, donc soit des petites résurgences juste en amont au profit des ruptures de pente, soit des écoulements qui circulent à l'intérieur des arènes granitiques ou des systèmes immersifs avec des résurgences de fond de cuvette de la part de l'eau qui est stockée dans tout le granit fissuré. On a des circulations internes au massif de tourbe, horizontales ou verticales, qu'on ne maîtrise pas très bien. Et puis, en ce qui concerne les pertes, on a des phénomènes d'évapotranspiration, bien sûr, sur la tourbière, et puis tout ce qui part dans le réseau superficiel à l'exutoire. Si on relie tout ça aux données climatiques qu'on a vues précédemment, donc on estime, on imagine que ce qui va fortement influencer nos milieux, ça va être l'augmentation des températures et donc de l'évapotranspiration sur la zone d'influence, sur la zone d'alimentation de la tourbière, qui va probablement limiter les apports qui vont arriver à l'exutoire dans la tourbière. La répartition des précipitations dans l'année, qui peut provoquer des sécheresses estivales et donc impacter éventuellement les habitats de haut-marais. La baisse des débits des cours d'eau va peu jouer dans notre cas parce qu'on n'est pas sur des tourbières qui sont alimentées par les cours d'eau. Par contre, les facteurs qui influencent la baisse des débits des cours d'eau sont les mêmes que ceux qui potentiellement peuvent influencer les tourbières. Donc pour nous, c'est un indicateur très visible et intéressant à prendre en compte, notamment pour communiquer.
Et puis, bien sûr, ce à quoi on s'est intéressé fortement, c'est toutes les activités qui vont ont lieu dans la zone d'influence de la réserve, donc notamment agricole et sylvicole, puisque ces acteurs vont eux aussi chercher à s'adapter à l'évolution du climat. Et donc, leurs adaptations peuvent éventuellement se cumuler aux effets du changement climatique ou au contraire les atténuer. Donc, c'est des questions sur lesquelles on s'est attardé. Alors, pour synthétiser l'ensemble, il y a eu un schéma de produits qui résume un peu les liens fonctionnels entre la zone d'influence de notre réserve et les habitats de la réserve, avec principalement l'agriculture sur les milieux prairiaux, la sylviculture sur les forêts. Tout ce qui est infrastructure habitat est finalement assez limité comme influence sur notre territoire, et puis les activités de loisirs également. Et donc, on a mis un peu en évidence tous les liens qui existent entre ces activités et nos habitats, et entre nos habitats et ces activités, puisqu'on rend également des services. Et à quel niveau le climat, l'évolution du climat peut influencer ces liens. Alors, ensuite, la phase suivante, c'est de travailler sur différents objets pour évaluer leur vulnérabilité au sein de la réserve. Et pour mettre en place ce diagnostic, donc le cœur, enfin voilà, l'équipe un peu au cœur de tout ça, c'est l'équipe de la réserve pilotée par Véronique, avec nos 4 autres partenaires gestionnaires de la réserve. On a sollicité différents acteurs, donc il y a eu un certain nombre d'entretiens avec des agriculteurs et des forestiers pour essayer de leur faire imaginer comment eux voyaient leur adaptation à l'horizon 2050. Il y a eu des ateliers avec des acteurs du tourisme aussi. On a la chance, nous, dans notre équipe de parc, d'avoir des gens qui travaillent aussi à l'animation du territoire sur beaucoup de thématiques. Donc, on a pu solliciter nos collègues en interne. Il y a eu un certain nombre d'échanges avec beaucoup d'autres scientifiques de tout un tas de disciplines pour essayer de se tenir au courant en veille de la recherche en cours. Et puis, on a eu différents échanges avec le comité consultatif de gestion à différentes étapes de ce procédé. Alors, on a choisi une liste de 50 objets à analyser. Chaque site expérimental a une approche un peu différente. 50 objets, c'est beaucoup. Et pour autant, on a quand même fait des choix pour en arriver là. On a choisi d'analyser des processus comme la turfigénèse. On a analysé des espèces, donc uniquement des espèces faunes, des habitats. Donc les espèces et les habitats sont parmi les éléments listés comme étant présentant une forte responsabilité, pour laquelle la réserve a une forte responsabilité de conservation, et qui sont plutôt typiques des milieux les plus fragiles. Et on a analysé aussi des services ou des moyens de gestion, comme par exemple le stock de carbone. Alors, on n'a pas analysé d'espèces floristiques parce qu'on avait commencé l'exercice et puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'était totalement redondant avec l'analyse des habitats. On allait passer beaucoup de temps pour pas d'informations supplémentaires, donc on a supprimé cette partie-là. Et l'analyse en elle-même, elle porte sur une analyse de la sensibilité de chacun des objets qu'on va croiser avec sa capacité d'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est un extrait du tableau de nos 50 objets. Alors, c'est écrit tout petit, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée de la démarche qu'on met en place. Donc, par exemple, sur la dynamique turfigène qu'on veut analyser, on va se poser la question, quels sont les aléas qui vont évoluer dans un contexte de changement climatique et potentiellement l'impacter. Donc nous, on a listé le nombre de jours chauds en augmentation, les températures en augmentation, les sécheresses estivales en augmentation, l'évapotranspiration en augmentation, les débits des cours d'eau en baisse. On a estimé que ça allait être des aléas qui seraient potentiellement défavorables. Ensuite, est-ce que la dynamique turfigène va y être sensible à ces aléas ? Alors, à quel point cette variation peut l'affecter ? Donc là, on a regroupé dans un petit argumentaire tout ce qu'on a pu trouver dans la bibliographie.
Donc, la mortalité des sphènes turfigènes en période de sécheresse augmente et on a une évolution de la végétation au profit des plantes vasculaires, surtout les éricacées, du fait de la baisse des niveaux d'eau et de l'activation des mycorhizes. L'activation de l'activité microbienne du sol, du fait de la hausse des températures et de la baisse des niveaux d'eau, augmente la dégradation de la matière organique au détriment de son accumulation. Donc, on estime que la sensibilité de la dynamique turfigène est forte. Et ensuite, on regarde quelle est sa capacité d'adaptation. Donc, chaque objet va avoir une capacité intrinsèque et il va y avoir aussi des pressions extérieures qui peuvent éventuellement influencer sa capacité d'adaptation positivement ou négativement. Donc, pour ce qui est de sa capacité intrinsèque, nous, ce qu'on a pu retrouver comme information, c'est que déjà, les études palynologiques de nos tourbières avec les datations des différents horizons nous montrent qu'on a eu des vitesses d'accumulation de la tourbe qui ont fortement varié au cours des 10 000 dernières années et que même par moment, ça s'est arrêté l'accumulation. Et pour autant, ça a repris derrière. Mais malgré tout, le point de bascule pour la végétation turfigène est crucial car c'est l'élément de rétroaction qui maintient le massif de tourbe. Il existe des cas connus de remplacement de sphènes turfigènes par d'autres qui jouent les mêmes rôles et qui assurent les mêmes fonctions de stockage. Mais en fait, la plupart des études mettent quand même en évidence un remplacement des bryophytes par une flore vasculaire qui est favorisée par l'eutrophisation du milieu, et une flore qui n'a pas de capacité turfigène. Pour ce qui est propre au Morvan, on ajoute aussi le fait qu'on a des tourbières qui peuvent potentiellement déjà être relativement modifiées dans leur fonctionnement et qu'en plus, on est sur un réseau de petites tourbières et qui est plus vulnérable qu'un gros massif de tourbes a priori. Donc, la capacité de ce processus à perdurer n'est pas nulle, mais a priori, elle est quand même très faible. Et puis à cela s'ajoutent des pressions qui viennent de l'extérieur. Donc on est principalement en position de tête de bassin versant avec des petits bassins versants, petites zones d'influence. On a un morcellement fort de nos massifs. On a potentiellement une pression accrue sur la ressource en eau en amont. Et puis on va avoir a priori une modification de l'occupation des sols dans le bassin versant qui provoque potentiellement une augmentation de l'évapotranspiration avec notamment un enraisinement probablement qui va s'accroître. Donc ces facteurs vont en effet défavorables, donc, ce qui nous amène à une capacité d'adaptation relativement faible et donc à une vulnérabilité très forte de cet objet. Voilà, donc je ne vous détaille pas la suite, c'est la même démarche. On est forcément dépendant de ce qu'on est capable de trouver comme connaissance, et cette connaissance, elle évolue très vite en ce moment. Si on regroupe un petit peu le niveau de vulnérabilité de chacun de nos objets par grand type d'enjeu de la réserve et avec une catégorie sur les services, on a quand même globalement une vulnérabilité très forte de notre réserve. Sachant que de toute façon, on a quand même choisi des objets qui potentiellement étaient sensibles, hein, puisque c'est ce qu'on cherche à mesurer. Donc forcément, on a un tableau qui est quand même pas très optimiste, mais qui va être à relativiser d'année en année avec l'apport de nouvelles connaissances et puis ce qu'on observera réellement sur les milieux. Depuis qu'on a fait ce travail-là, notamment, on a confié une petite étude à un groupe d'étudiants d'AgroSup qui nous a aussi alerté sur le fait que, certes, les tendances allaient dans un sens défavorable, mais qu'il fallait aussi compter sur des alternances d'années favorables et défavorables. Et que la fréquence des années favorables était aussi à prendre en compte parce que peut-être qu'elles allaient aider les milieux à être plus résilients. Suite à ça, donc, on a repris notre graphique un peu des liens dynamiques qui existent entre les différents habitats de la réserve. Et donc, dans le contexte climatique prévu, ce qui risque de jouer, c'est le niveau d'humidité des terrains, hein, qui va probablement baisser, et donc jouer notamment sur les milieux aquatiques et amphibies. On identifie aussi que les prairies paratourbeuses risquent d'évoluer vers un type prairial qu'on ne connaît pas trop, mais qui probablement ressemblera à ce qu'on a actuellement sur des prairies qui ont été drainées, qui ont été dégranées par drainage. Et donc on peut observer un peu déjà les communautés floristiques, comment elles évoluent.
Même question pour tout ce qui est habitat de haut marais. Est-ce que ça va évoluer plus rapidement vers de la forêt tourbeuse ou est-ce que ça va passer par un stade que actuellement on ne connaît pas parce qu'on n'a pas tellement de références sur notre territoire. Par contre, ce qu'on observe beaucoup sur le territoire, c'est des massifs de tourbes invisibles en surface parce qu'ils ont été un peu exploités de façon trop intensive par l'agriculture. Et donc, on a des tourbières qui sont actuellement des prairies paratourbeuse en surface, quoi. Donc, est-ce que c'est vers ce type-là que ça va évoluer? On ne sait pas trop. Donc là, c'est une représentation que nous ont fournie les étudiants d'AgroSup pour nous montrer un petit peu certains modèles qui prévoient les alternances d'années différentes. Hein. Donc là, la référence est à 0, la prévision, c'est l'écart au 0, donc tout ce qui est au-dessus sera supérieur, tout ce qui est en dessous sera inférieur. Et donc, quand on étudie ce qui se passe pour les températures, les précipitations et l'évapotranspiration potentielle, on voit que d'une année sur l'autre, on va certainement avoir des écarts importants. Alors, suite à toute cette collecte d'informations et d'analyses, donc la phase un peu de stratégie nous a amené à un plan d'adaptation. Pour nous, l'objectif général, il reste le maintien de la fonctionnalité des tourbières, des prairies humides et des milieux aquatiques, donc, qui sont nos grands objectifs à long terme de la réserve. C'est quand même la bonne surprise de l'exercice, c'est-à-dire qu'au démarrage, on s'attendait à être obligé de faire le deuil d'un certain nombre d'éléments du patrimoine, et finalement, on se dit que tout n'est pas perdu, loin de là, et qu'on a quand même des leviers d'action. Donc, on ne remet pas en question aujourd'hui notre objectif général. On a identifié 4 grands axes de travail. Le premier étant de maintenir le fonctionnement hydrologique des sites. Donc, on a vu un peu dans l'exposé des grandes généralités qui s'appliquent aux tourbières du Morvan, mais en fait, maintenant, il faut qu'on travaille beaucoup plus précisément, massif par massif, pour être capable d'améliorer la compréhension de leur fonctionnement individuel et de savoir sur quoi on doit agir s'il y a besoin de renforcer leur fonctionnement, de le restaurer. Est-ce qu'on doit aussi adapter certaines opérations de gestion? Et le maintien de ce fonctionnement hydrologique passe aussi d'une manière vraiment forte et prépondérante sur l'interaction qu'on va être capable de mener avec la zone d'influence de chacun de ces sites, et notamment de replacer ces sites comme acteurs, comme consommateurs de l'eau à part entière, parmi tous les autres acteurs de la zone. On a aussi, deuxième axe, c'est favoriser la résilience des habitats et des espèces. Donc là, il s'agit de continuer, comme on a démarré, à réduire les pressions qui s'exercent sur le patrimoine. Et aussi, on a un peu pris conscience qu'il était vraiment urgent d'améliorer les capacités de déplacement des espèces et donc de travailler sur la réserve, de faire en sorte que la réserve s'intègre dans une trame fonctionnelle autour des sites. On doit aussi développer les connaissances sur les traits de vie et l'évolution des populations. Donc, toutes les espèces qu'on a analysées, on s'est rendu compte qu'il y en a certaines qui sont documentées, mais quand même pour la majorité, on n'a pas d'études qui permettent de vraiment mesurer l'effet du réchauffement climatique. Et aussi, on a besoin de mettre en place des suivis à long terme pour voir comment les milieux s'adaptent par rapport à toutes les prévisions qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qui va en fait réellement se passer. Et puis, on a aussi, en quatrième axe, identifié le fait qu'on devait développer la conscience du rôle des tourbières vis-à-vis du climat à l'échelle du territoire, pour en faire un usager de l'eau à part entière et pour que en fait, les acteurs du territoire reconnaissent que les tourbières jouent un rôle important, mais que pour qu'elles continuent à jouer un rôle important, il faut leur permettre de continuer à fonctionner. Donc depuis ce travail, on a un certain nombre de choses qui sont en cours. Donc il y a des choses qui étaient déjà prévues, mais qui renforcent le niveau de priorité pour les mettre en place. Notamment réaliser des compléments à nos diagnostics fonctionnels pour chacune de nos tourbières. En particulier, donc nous, on a acquis des données LIDAR sur ces sites-là, qui vont nous permettre en fait de préciser un certain nombre de choses et d'hypothèses de base, et notamment de savoir, de mieux identifier comment agir pour maintenir ou restaurer leur fonctionnement hydraulique.
Ces compléments vont aussi nous permettre de mieux définir le nouveau périmètre d'action foncière de la réserve, hein, puisqu'on a actuellement le SEN qui travaille sur une étude pour conforter un peu le périmètre de la réserve, notamment voir s'il y a besoin de l'étendre, sur la base d'éléments du patrimoine naturel, mais également sur la base de la fonctionnalité des massifs. Et il se peut qu'on identifie qu'il y ait des secteurs un petit peu stratégiques à maîtriser et à intégrer dans la réserve. Pour tout ce qui ne sera pas maîtrisé sur un plan foncier, on a aussi différents leviers d'action à l'échelle de l'animation du territoire, donc au travers de la charte forestière du territoire, de tout l'accompagnement agricole qu'on met en place, de l'animation des sites Natura 2000, des CETEC qu'on a sur le territoire, etc. Et donc là, l'apport en fait, de ce travail d'adaptation est actuellement complètement intégré dans ces actions-là. Et puis, dans un avenir relativement proche, on se met en position d'intervenir éventuellement avec des travaux hydrauliques en fonction de ce que nous donnera les diagnostics, mettre en place un suivi piézométrique de certains sites, en tout cas, de façon fiable. On prévoit un élargissement du site Natura 2000 et donc de prendre en compte la fonctionnalité des sites pour éventuellement étendre le site Natura au-delà de la présence d'habitats et d'espèces de la directive, mais également sur leur fonctionnement. Et puis, bien sûr, on se met déjà en ordre de bataille pour le nouveau plan de gestion de la réserve qui devra être en place en 2023 pour intégrer un peu tous ces éléments-là. Alors, c'est un travail qui nous a aussi amené à réaliser un cheminement personnel, hein, par rapport à toute la mise en œuvre de notre gestion. Déjà, ça nous a fortement mis dans l'ambiance pour prendre l'habitude de travailler dans l'incertitude, parce que toutes les hypothèses et tous les postulats qu'on a formulés suite à ce travail restent à vérifier, en fait, hein, et continuent à évoluer. Donc, incertitude par rapport à ça, incertitude aussi dans la façon de travailler, parce qu'on était en pleine crise sanitaire et qu'on a dû néanmoins animer un travail de réseau dans ce contexte-là. Ça nous amène aussi à élargir fortement le champ d'intervention à l'intérieur de la zone d'influence de la réserve. C'est-à-dire que en fait, le gros des actions d'adaptation vont quand même concerner tout ce qui se passe autour de la réserve. Et à ce titre-là, le fait d'expérimenter la méthode, ça nous a apporté énormément d'enseignements, même pour le territoire dans sa globalité. Ça nous a permis aussi de nous familiariser avec les données climatiques, ce qui n'est quand même pas simple au démarrage. Et puis d'intégrer dans tous nos champs d'action la vulnérabilité de notre patrimoine lié au changement climatique. On en avait conscience, mais en fait, là maintenant, c'est devenu vraiment très, très opérationnel. Donc, je vous ai indiqué là quelques liens utiles qui renvoient en fait à la plateforme du LIFE. Donc, il y a un groupe Tourbière et changement climatique qui a été créé cet été, dont moi j'ai vraiment éprouvé le besoin, parce qu'une fois qu'on a eu fait ce travail, donc on avait une personne qui était en poste pendant 1 an et demi qui était complètement dédiée à cette mission-là. Mais en fait, il faut qu'on reste en veille, notamment de tout ce qui se fait en termes de démarche d'adaptation, en termes de production, de recherche scientifique. Et c'est très chronophage, quoi. Et dès que le projet, la phase d'expérimentation est terminée, en fait, on se retrouve à nouveau plongé dans tout un tas d'autres problématiques. Et rester en veille, c'est compliqué. Donc, si c'est collectif et collaboratif, c'est beaucoup plus efficace, en fait, vu qu'on est quand même très nombreux à se poser les mêmes questions. Et donc, ça peut permettre d'être vraiment plus productif. Et puis, donc, si vous voulez retrouver le diagnostic de vulnérabilité et le plan d'adaptation de la réserve, il est présent également dans les ressources de la communauté, avec les productions des autres sites expérimentaux. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous rappelle un peu toutes les structures qui ont permis de mettre en œuvre cette démarche d'expérimentation pour nous. Et puis maintenant, on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Christine. C'était je trouvais que c'était très intéressant et puis du coup très complet. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y en a déjà 2 qui ont été posées pendant ta présentation sur le chat. Donc, une première, je la retrouve rapidement, d'Alix, qui demandait que tu présentais, au moment où tu présentais en fait les différents scénarios,
que vous aviez choisi, parce que du coup, tu parles du RCP 4.5 et en fait, après, dans le tableau, tu sais, il y a les projections avec les différents scénarios, dont le 8. Hein. Et du coup, en fait, la question, c'était, du coup, tu présentes quand même un horizon un peu plus large, en fait, que juste le 4.5. Vous avez quand même regardé les trois. Tu veux répondre? Et, Si vous voulez, oui, effectivement, dans la collecte des chiffres climatiques, enfin, des données climatiques, on a travaillé sur tous les horizons et tous les scénarios. Mais effectivement, la question qui se posait aux experts de la réserve, c'était être capable de donner une vulnérabilité, même si ça reste un exercice, on va dire, je ne vais pas dire subjectif, mais en tout cas, ce n'est pas une démarche scientifique. Il fallait quand même bien se donner, donc on a pris la case du milieu, le scénario médian, pour les raisons que Christine a un peu évoquées, mais il n'empêche qu'on avait la fourchette de ce que disaient les autres. Ça ne prend pas plus de temps de récupérer les données de tous les scénarios que d'un seul, mais pour se fixer la réflexion et que tout le monde travaille dans la même intention, on va dire, poser les mêmes questions sur les arts vivipares ou sur l'habitat, même si on n'arrive pas à répondre clairement, et même si, je ne sais pas, si on prend un chiffre, là, se dire que la température estivale va être en moyenne plus 1,37 degrés par rapport aux 30 dernières années, ou plus de 45, ça ne change pas fondamentalement la donne de ce qu'on peut dire sur je ne sais pas, je prends le lézard viviparque parce qu'il m'est resté en tête. Mais quand même, au moins, tout le monde travaille avec la même base. Donc oui, bien sûr, on est allé chercher les chiffres sur tous les scénarios et plusieurs modèles. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on s'est rendu compte en faisant ça qu'à l'horizon 2050, quel que soit le scénario qu'on retient, les différences ne sont pas fondamentales. En fait, les écarts se creusent si on travaille sur du plus long terme. On voit qu'à un horizon plus lointain, la différence entre les scénarios extrêmes en fait, est beaucoup plus marquée. Et c'est vrai qu'à cette échelle de temps-là, choisir un scénario va peut-être induire des conclusions différentes. Et qu'à l'horizon 2050, finalement, les écarts sont quand même relativement faibles. En plus, le scénario plus optimiste n'est pas forcément ne donne pas forcément les variables les plus faibles, enfin les évolutions les moins marquées. Les chiffres qui sont dans ce tableau, parce que Christine m'a posé la question tout à l'heure pour pouvoir le préciser, sont issus d'un seul modèle, le modèle du CNRM 2014, qui était sur DRIAS à l'époque où on faisait l'exercice. Aujourd'hui, il y a plus de modèles sur DRIAS. Pour la petite histoire, j'ai volontairement choisi, avec le groupe d'experts, de ne pas prendre la moyenne des modèles qui donnaient des chiffres moins pessimistes, on va dire. Mais j'ai volontairement pris le modèle du CNRM 2014, qui était le plus pessimiste des modèles français. C'était un choix délibéré, mais on a toujours dit, dans toutes les présentations, on a sorti ces chiffres. Voilà. Il faut juste être clair quand on utilise les chiffres de DRIAS, sur d'où ils viennent. Du coup, par rapport justement aux projections, il y a deux petites questions donc, dans le chat. Donc, la première d'Elisa, c'est comment vous avez géré l'incertitude des projections climatiques. Et ensuite, une autre donc, de Clément qui demande si les prévisions prennent en compte l'altitude. Donc c'est un peu plus long dans le chat, mais je résume. Donc, si Elisa et Clément, si vous voulez compléter, n'hésitez pas, bien sûr. Les prévisions ne prennent pas en compte l'altitude. Je ne suis pas allée, moi, chercher. Il se trouve qu'on a une station de référence qui est au cœur du Morvan à Château-Chinon, sur lequel on avait les données passées. Et sur DRIAS, pour ceux qui ont pratiqué, on peut localiser la donnée future. Et ça correspondait pile poil, la référence modélisée correspondait très bien à la référence observée. Donc, je n'avais pas de raison, comme mes collègues qui étaient en haute montagne, d'aller chercher d'autres types de modélisation qui prennent en compte l'altitude. Donc, on est resté sur ce qu'il y avait sur DRIAS. Et sur l'incertitude des projections… Du coup, je vais juste préciser, c'était sur les projections des précipitations. Oui. Non plus. Enfin, même réponse, du coup. On est resté sur ce qu'il y avait sur DRIAS. Ouais. Et on sait qu'on a une marge d'incertitude. Donc, on est un peu tenu à attendre de voir ce qui va se passer. Je pense que les climatologues, notamment en région Bourgogne, où il y avait eu un projet qui s'appelle l'ICAR,
qui a fait de la projection régionale sur l'eau et sur les conséquences sur les rivières. Ils étaient les premiers à nous dire qu'ils n'étaient pas contents, enfin, que leur fiabilité, au niveau pluviométrique, ce n'est pas fiable, les projections locales. Donc, là, on en reste à des chiffres qui sont des projections de modèles de Météo France, plus larges, mais qui donnent quand même une tendance à la baisse des débits. On verra. On verra. Disons que nous, dans notre travail, du coup, on a considéré qu'on allait prendre que l'évolution, ça allait être des précipitations relativement stables, mais réparties différemment dans l'année, avec des déficits en été. Ok. Du coup, Iris, je te laisse Oui, prendre la bonjour, parole. donc Iris Silveira, je suis en charge de mettre en œuvre la méthode sur le site test de la réserve des gorges de Dalus. Et on est en pleine réflexion sur qui mobiliser, parce qu'on va avoir beaucoup moins de temps et donc moins de possibilités de mobiliser du monde, donc que ce soit acteurs du territoire ou experts sur la question. Et donc, je voulais savoir pour vous, en termes de mobilisation, ce qui avait été le plus utile et sous quelle forme vous l'avez fait. Alors, pour nous, la façon dont on est partenaire en fait, pour gérer la réserve, de toute façon, faisait qu'on avait possibilité de solliciter nos collègues dans les 4 structures que je vous ai citées, et que ce sont les personnes qui connaissent le mieux les sites, en fait, sur leur fonctionnement et sur leur patrimoine naturel. Donc, c'était quand même très confortable de pouvoir travailler avec eux. On a aussi beaucoup consulté des chercheurs. Donc, il y a plusieurs labos de recherche qui sont soit en climato, en hydro ou en fonctionnement des tourbières, qui sont actuellement au train d'étudier les processus et comment ils évoluent. Donc, on a été aussi au contact de ces gens-là pour récupérer la bibliographie la plus actuelle et les questionnements qui sont en cours. Et ensuite, je pense que la troisième catégorie d'acteurs vraiment utile, c'est les personnes qui interviennent sur la zone d'influence de la réserve. Pour nous, c'était les agriculteurs et les sylviculteurs. Les sylviculteurs sont clairement au train de se questionner sur ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour avoir une forêt dans 50 ou dans 100 ans. Là, il y a énormément de discussions, d'échanges, de positionnement, de posture. Et donc, on avait vraiment des gens à interroger pour savoir un peu comment ils imaginaient qu'ils allaient s'adapter. Pour les agriculteurs, c'est plus compliqué. Ils sont quand même beaucoup plus dans le court terme. Et on a du mal à se projeter vraiment sur 50 ans, quoi, avec eux. C'est possible que le visage de l'agriculture soit fondamentalement différent dans 50 ans. Et ça, les acteurs d'aujourd'hui ont vraiment du mal à s'imaginer ce que ça pourrait être, quoi. Mais c'est quand même important de les questionner parce que, en fait, du coup, on voit bien quels sont les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et il faut relativiser aussi parce que je ne sais pas comment ça se passe sur ton territoire à toi, mais chez nous, cet été, il est complètement différent de celui de l'été dernier. Et si on avait questionné les agriculteurs cet été, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes réponses que l'année dernière. Donc, il faut vraiment le remettre aussi dans le contexte de l'année. Donc nous, au niveau du tourisme, c'était intéressant de consulter les acteurs du tourisme, mais ce n'est pas eux qui vont le plus, c'est pas leur évolution qui va le plus impacter chez nous la réserve. Mais peut-être que dans ton cas, c'est différent. Oui, voilà, en fait, l'idée, moi, je ne doute pas que ce soit important et intéressant de mobiliser chaque catégorie, mais l'idée, si je peux préciser ma question, c'est de se dire, sur une première démarche d'adaptation, donc un premier diagnostic et un premier plan d'adaptation, quel temps clé, avec quels acteurs et sous quelle forme il faut vraiment prioriser parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout faire. Et il y a des choses qui feront peut-être partie du coup du plan d'adaptation. Mais pour ce premier montage, en fait, je voulais avoir votre retour sur ce qui avait été le plus concluant pour vous sur le type d'acteur et la forme de mobilisation, en fait. Si on doit choisir, quoi. C'est tout manque de temps et finalement, nous avec le Covid, la mobilisation du monde agricole, elle a été compliquée parce qu'on n'a pas pu questionner autant de gens qu'on voulait, etc.
Elle a deux objectifs. Le premier, c'est celui-là qui est le plus prioritaire quand tu fais l'analyse de vulnérabilité, c'est d'essayer de répondre à la question et de ne pas répondre tout seul de est-ce que la gestion des prairies dans la zone d'influence en amont des tourbières est-ce qu'ils vont intensifier ou est-ce qu'ils ont prévu quelque chose, et aller leur poser la question pour que ce soit eux-mêmes qui éventuellement te donnent des pistes. C'est l'idée. Après, nous, c'est vrai qu'on, Christine l'a bien dit, on travaille avec un réseau de collègues qui sont sur de l'animation territoriale. Donc, à travers eux, on a des réponses. Et on avait déjà des pistes qui se disent, finalement, attention, peut-être que les prairies humides, alors je ne parle pas de celles de la réserve, mais en amont de la réserve, vont peut-être devenir plus attractives qu'elles le sont depuis une vingtaine d'années pour les agriculteurs, au détriment de la flore existante ou des habitats existants en amont et de la trame écologique, etc. Enfin, on suppose, en tout cas, on a mis un peu comme postulat dans nos tableaux d'adaptation que ça pourrait s'intensifier dans le Morvan au vu du réchauffement climatique. Mais cette réponse-là, tu peux le faire presque sans eux. C'est juste faut que tu sois satisfait de ton niveau d'information. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est toujours mieux d'aller partager, ne serait-ce que pour faire aussi de l'ancrage territorial et discuter du sujet. Et qui note, je pense à Châtelet-Sancy qui est partie des 6 sites pilotes. La collègue l'a très bien fait. Elle est allée vraiment questionner chaque agriculteur, un nombre d'acteurs assez conséquent pour qu'ils jugent eux-mêmes de leur propre, avoir une note de vulnérabilité sur leurs activités. Ce n'est pas tout à fait la même réponse que est-ce que leurs évolutions vont devenir favorables ou défavorables à la réserve dans le futur. Mais ça fait partie du processus global. Mais effectivement, si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux chanter. Et peut-être que tu gagnes vraiment du temps en amont de ta mobilisation d'acteurs, en précisant vraiment clairement quels sont les facteurs qui vont être assez prépondérants et en faisant un schéma un peu des liens qui existent entre ta zone d'influence et ta réserve. Parce que c'est là où tu vas avoir un peu les éléments clés et que du coup, tu vas pouvoir sélectionner vraiment les quelques acteurs un peu incontournables. Après, nous, on a eu besoin de faire pas mal de biblio parce qu'on avait beaucoup d'objets à analyser. Peut-être qu'il faut aussi réduire, il faut être capable de réduire le nombre d'objets. Il y a peut-être des choses qui sont un peu redondantes. On n'a peut-être pas suffisamment choisi. Nous, on a voulu assurer un panel. Ça nous intéressait aussi de toute façon, au-delà de faire cette démarche d'adaptation, ça nous intéressait de nous questionner sur beaucoup de choses. Mais peut-être qu'il faut être capable de réduire le nombre d'objets et donc d'aller cibler les experts qui vont être capables de t'apporter des éléments sur des choses vraiment très précises. Ok, merci beaucoup à vous deux pour la réponse. Du coup, Christine et Valérie, un peu dans la même idée, par rapport aux acteurs, il y avait Baptiste qui demandait très rapidement quelles étaient les activités humaines qui étaient autorisées sur la réserve et du coup, un peu... quelle était votre relation, entre guillemets, si vous aviez la main dessus. Et après, il y aura une question de Valérie Boirel aussi. Alors, sur la réserve, on a de l'agriculture, donc du pâturage extensif, de bovins allaitants principalement. Ça représente 30% de la surface de la réserve. Et dans ces 30%, il y en a quand même une grosse partie que finalement, nous, on gère en direct avec un troupeau de Highland Cattle. Donc il y a 6 exploitants agricoles qui interviennent sur la réserve et il y a des conventions, il y a des baux ruraux à clause environnementale ou des conventions de gestion avec chacun d'entre eux. Il y a quelques petites parcelles qui sont actuellement abandonnées pour lesquelles on cherche des exploitants et on cherche des partenaires agricoles. La gestion forestière sur la réserve est hyper anecdotique. Il doit y avoir 5 ou 6 hectares concernés par un PSG et un document d'aménagement. Et sinon, les activités sur la réserve, c'est de la randonnée, du tourisme, de la chasse et de la pêche. Et c'est des pressions qui sont quand même relativement faibles. La randonnée, les visiteurs en fait sont accueillis sur on a des équipements en fait avec des sentiers qui sont balisés et en fait ils ne peuvent pas divaguer à l'intérieur de la réserve. En fait, le gros des activités qui s'exercent, qui peuvent générer des pressions sur la réserve se passe autour. C'est notamment l'enraisinement des bassins versants. Donc, on a des bassins versants qui sont presque enraisonnés à 100%.
Et donc, ça a des conséquences sur le fonctionnement hydrologique des bassins versants. Donc, chez nous, le résineux, il n'est pas autochtone, hein, tout a été introduit. Et c'est aussi donc, l'élevage à l'étang. Alors, ce qu'on identifie, nous, comme menace, c'est, donc, comme disait Véronique, en fait, pour l'instant, les agriculteurs ne sont pas du tout dans une démarche de baisse de chargement. Ils ont des difficultés à abreuver pendant certaines périodes, mais et puis, du coup, ils ont un déficit de fourrage sur certaines zones. Ils ne sont pas encore dans l'idée de baisser le chargement et ils sont, pour beaucoup, vraiment dans l'optique de créer des retenues collinaires. C'est pour l'instant un peu la solution miracle qui leur apparaît. Et les sylviculteurs, la pression, c'est que là, tout ce qui dépérit actuellement, comme dans les peuplements forestiers, donc avec le plan de relance, il y a des velléités à replanter avec des essences magiques qui vont solutionner tous les problèmes, et pour lesquels on ne connaît pas l'impact, en fait. Nous, ce qu'on a pu mesurer dans le Morvan, c'est que l'enraisinement avait un effet sur l'eau, retenait beaucoup plus l'eau que les feuillus, et qu'à l'exutoire, on avait un déficit hydrique qui pouvait être plus marqué. Mais avec les nouvelles essences qui vont s'installer, en fait, on n'a pas du tout de recul, et voilà, on est un petit peu dans l'incertitude aussi. Ouais, merci pour ta réponse. Si je me permets de rebondir du coup avec une autre question, parce que du coup, vous n'avez pas défini d'objets ou de composantes là sur ces activités humaines. Donc sinon, comment est-ce que vous les avez traitées dans le diagnostic de vulnérabilité? De quelle façon? Quelle a été votre approche là-dessus? Alors, on a comme objet, alors sur la sylviculture, effectivement, on n'a pas d'objet à l'intérieur de la réserve, parce que c'est très anecdotique. Par contre, si pour l'agriculture, on a par exemple des services comme la ressource fourragère, qu'est-ce qu'on a mis d'autre sur... Si je ne dis pas de bêtises, on a mis des objets, des moyens de gestion de pâturage, etc., mais propres à, plutôt, comment dire, y compris de notre capacité à gérer nos troupeaux, etc. C'était intra-réserve. Ce n'est pas dans les objets qu'on s'est posé la question de l'évolution du pâturage dans la zone d'influence. Ça, c'était considéré comme l'évolution de la pression. Est-ce qu'elle va augmenter ou diminuer, etc. Comment on la juge? Mais si on s'est mis... Mais si, dans les services, il y a des objets, donc ressources fourragères, il y a l'écrêtement des crues, la restitution de l'eau, différentes périodes de l'été. On a mis des services. Voilà, on a mis plus des services, mais qui allaient... en gros, ça va beaucoup plus rendre service à l'extérieur de la réserve, quoi. Et des moyens. On a mis gestion du troupeau. Pour essayer de mettre le doigt sur nos propres limites à gérer le troupeau actuellement dans les prairies Paratobo. D'accord. Et sur ce qui se passe dans la réserve, comme le tourisme, la chasse, etc., vous l'avez volontairement mis de côté ou vous l'avez intégré aussi via des façons un peu détournées dans d'autres objets? On l'a mis, l'usage récréatif, mais c'est des choses pour lesquelles il y a presque rien à analyser au final dans notre contexte à nous. Mais je pense qu'effectivement, ça se justifie parce qu'il peut y avoir, on s'est posé la question, est-ce qu'il pourrait y avoir des pressions accrues, notamment sur certains cours d'eau, parce qu'on a ponctuellement observé que quand il fait très chaud l'été, il y a des gens qui vont chercher à se baigner un peu à différents endroits. Donc, est-ce que ça peut être un facteur qui va devenir important à l'avenir? Est-ce que le territoire du Morvan va devenir particulièrement attractif et donc on va devoir gérer un flux de population plus élevé? Alors, on a observé ça l'été dernier, on a eu une explosion de la fréquentation sur un site en particulier, qui est au bord d'un lac. Mais globalement, on n'a pas mesuré que ça pouvait avoir une influence forte. On n'a pas mis l'hypothèse que ça pouvait avoir une influence forte sur le patrimoine de la réserve et sur le fonctionnement des habitats. La pêche, par exemple, la pêche et la fréquentation, ce ne sont pas des objets en tant que tels. Par contre, c'est dans la liste des pressions qui est très exhaustive et très large. On leur a donné une tendance. On a dit oui, la pêche pourrait diminuer parce que, a priori, si les ruisseaux à truites il n'y a déjà pas beaucoup de pêcheurs. Donc voilà, c'était pas un objet en tant que tel. On n'a pas analysé la pêche. Ça pourrait se faire sur un autre site où ce serait prépondérant, mais là, dans notre cas où ça reste très marginal, le risque, c'est qu'ils piétinent une perlière malencontreusement en passant dans le ruisseau. Voilà, ils sont analysés en tant que pression. Ok, merci. Super.
Du coup, un peu en lien, il y a une question donc, dans le chat de Valérie Boirel de la DREAL Aquitaine. Si vous avez évalué le coût économique des services qui sont rendus par la réserve et qui seraient perdus justement avec le réchauffement climatique. Donc, c'est facile de répondre, mais… Pas du tout. On n'a pas du tout fait ça dans cette démarche-là, mais il y a pas mal de questionnements qui étaient soulevés. Alors, le coût, le calculer en euros, je ne sais pas si on y arriverait, mais par contre, on a effectivement des flux à mesurer et on s'est effectivement posé ces questions-là. Ça fait partie des choses qui devraient être peut-être développées, mais à l'échelle du territoire, en fait. Ça fait partie des petites choses qui se sont déclinées suite à Nature Adapt, enfin, qui sortent de la réserve, mais effectivement, ayant mis le nez un petit peu dans la littérature des coûts des services écosystémiques, parce que j'avais du temps pour ça dans le cadre de Nature Adapt, ce n'était pas le cœur de ma mission, mais du coup, on a prévu, moi je retravaille sur les rivières maintenant, dans un contrat de rivière, et on a prévu une étude avec un stage, on verra ce que ça donne à l'échelle d'un bassin versant pour essayer de quantifier économiquement le coût d'une nature si elle était préservée, enfin, ce qu'elle apporterait par rapport aux centaines de milliers d'euros qu'on dépense pour, notamment sur l'eau potable ou pour la préservation des captages ou toutes les mesures qu'on fait pour lutter contre les pollutions par rapport à si elles n'y étaient pas. On va essayer de faire une étude comme ça, chiffrée, un peu comme a pu le faire l'UICN sur certains écosystèmes. Voilà. Mais effectivement, c'est une idée qui est née de Nature Adapt. Et du coup, il y a également Julie donc, de la DREAL Aquitaine également, donc, qui disait que vous aviez réalisé un diagnostic qui était très complet et mis en place des suivis. Et du coup, concrètement, quel type d'action vous avez prévu et surtout, si vous avez des financements pour les actions futures à venir? Alors, pour tout ce qui est opération de restauration, on n'a pas tellement de problèmes de financement parce que c'est clairement dans les programmes de nos financeurs. Même si, enfin, notamment l'agence de l'eau, hein, même si c'est des coûts qui peuvent être élevés. Pour tout ce qui est suivi, c'est beaucoup plus compliqué. On a un budget qui est lié au fonctionnement de la réserve, qui peut peut-être être négocié, augmenté, mais on a du mal à trouver des financements importants là-dessus. Et en fait, on doit essayer de capter des appels à projets, ou s'insérer dans des programmes un peu plus larges. Et là, ce qui manque un peu, c'est le temps pour monter tous ces projets-là. Ça fait un temps d'ingénierie financière qui est énorme. Mais c'est clair qu'il y a des choses à développer, quoi. Après, on a quand même du coup, effectivement, il y a les actions les choses qu'on peut faire intra-réserve qui se sont un petit peu ajoutées au plan de gestion ou qui s'ajouteront. Mais le gros de tu me dis si le gros de la déclinaison du plan d'action, il est bien dans la zone d'influence, donc à l'échelle des bassins versants. Alors, on retombe sur des choses qu'on faisait déjà, hein, comment travailler mieux la morphologie et le respect des zones humides, on va dire moins patrimoniales dans les bassins versants. Mais ça s'est décliné dans les contrats de rivière par des études quantitatives. Enfin, voilà, on va aller vers une meilleure compréhension. Après, au niveau forestier, effectivement, on n'a pas encore les leviers. Ce n'est pas tant l'argent qui manque que la façon dont on peut proposer à des sylviculteurs de dédensifier la forêt dans une logique quantitative à l'échelle du bassin versant. Ça, c'est pas encore… Mais il faut qu'on monte ces actions-là. En fait, c'est aussi Enfin, moi, j'ai ressenti assez fort l'intérêt de développer ce programme-là à l'intérieur d'un PNR parce qu'on a beaucoup de leviers d'action sur le territoire. Il y a beaucoup de thématiques qui sont développées en interne. Et en fait, le résultat de ce travail-là nous a permis aussi de reprioriser dans les programmes d'animation qui existent déjà, de reprioriser certaines choses et certaines actions. Donc, on a des opportunités grâce à ça. Après, au-delà de ça, on a pas mal enfin voilà, on travaille avec aussi les autres collectivités du territoire. On est en train d'essayer de faire intégrer tous ces enjeux, tous ces objectifs qu'on a pu définir dans le cadre de ce plan de gestion, et en fait qui vont même au-delà de la préservation des tourbières. Au final,
on travaille à l'échelle des zones humides du territoire du parc. Merci. Je pense qu'il est midi. Je pense qu'on peut prendre une dernière question. Il y a Guillaume Leroux de la RNM du Val d'Allier qui a demandé à s'exprimer. Je vous laisse activer votre micro. Oui, bonjour. Bah, c'est pas vraiment une question. Donc, s'il y en a qui ont des questions, je lève la main. C'est plutôt des remarques d'ordre général. Très bien. D'ailleurs, bravo pour le travail. C'est hyper intéressant ce que vous avez fait. Donc, c'est vraiment des choses hyper enrichissantes. Plusieurs remarques. Bon, il y en a qui s'interrogeaient par rapport aux données climatiques, aux projections, etc. Je pense qu'il faut accepter que de toute façon, ce sont des projections, ce sont des modèles, et que du coup, les seules données certaines, c'est celles qu'on a pu acquérir via des stations météo, etc. Donc, je pense qu'il faut faire avec, que ça ne vaut peut-être pas trop le coup de se dire, ben oui, mais ce modèle-là, est-ce qu'il est très fiable comme ci, comme ça. Je pense qu'il faut faire avec. Ce sont des projections, des prédictions, et c'est toujours mieux que rien. Donc, je pense que ça ne vaut peut-être pas le coup de se prendre la tête, entre guillemets, à évaluer la réalité ou pas des différents scénarios. Deuxièmement, donc effectivement, cette démarche d'adaptation au changement climatique est hyper importante pour nous réserves. Je vois quand même plusieurs freins à une telle démarche que Iris a souligné. C'est le temps que ça prend. Vous avez eu, je dirais, la chance, enfin, vous avez saisi l'opportunité de pouvoir avoir quelqu'un sur 1 an et demi de mémoire qui travaille là-dessus. Donc, c'est quand même un boulot qui est extrêmement important et qui, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, et pour beaucoup de réserves, est hors dehors de ses capacités financières et humaines, premièrement. Et cette démarche est aussi en lien peut-être avec aussi bien la surface de la réserve et également son contexte. C'est vrai que moi, je travaille sur un cours d'eau, la rivière Allier. Se focaliser sur la réserve, ça sert strictement à rien. Donc, il faut travailler sur l'ensemble du bassin versant, donc plusieurs milliers de kilomètres carrés. Donc là, je vois tout de suite une grosse difficulté à travailler sur cette adaptation au changement climatique. On pourrait le faire au niveau de la réserve, mais finalement, ça ne sert pas forcément à grand-chose puisqu'on a la main totalement sur le secteur en réserve. Et ce qui impacte surtout, ce qui a été dit, c'est la zone d'influence. Et la zone d'influence peut être peut-être hors de portée d'un simple gestionnaire. Et du coup, je m'interroge sur la capacité qu'on peut avoir, nous, gestionnaires, à agir sur un territoire aussi conséquent. Et est-ce que du coup, vraiment, ça vaut le coup de s'engager dans cette démarche compte tenu d'une superficie absolument conséquente et qu'il est absolument indispensable de prendre en compte parce que tout se joue en amont, en aval, via les affluents et ce n'est pas la réserve le problème, quoi. Voilà. Donc, c'était juste quelques petites remarques en général. Mais bravo pour le travail, c'est top. Peut-être, alors merci pour ces remarques. Je pense qu'on peut peut-être compléter, l'équipe du live pourra peut-être compléter, mais l'objet du programme live dans son ensemble n'est pas seulement d'expérimenter à l'échelle de quelques réserves, quelques espaces naturels cette démarche. Le but est aussi de diffuser largement aux autres gestionnaires, mais également à différents acteurs, d'arriver à identifier des leviers d'action, même au sein des financeurs et des politiques publiques. Donc, la capacité d'agir à l'échelle d'une zone d'influence large va passer aussi par une évolution globale en fait, de ces politiques-là, et le live peut y contribuer dans une certaine mesure. C'est un des objectifs. Pour moi, les remarques, elles rejoignent un petit peu la difficulté de mobiliser beaucoup d'acteurs si on a une zone d'influence très large, mais comme je leur disais tout à l'heure, on pourrait presque se dire, on fait ça dans son petit tableau d'analyse de vulnérabilité qui reste, c'est un cheminement, hein, ce n'est pas une fin en soi. On peut presque essayer de le remplir tout seul dans son coin, et puis si on voit qu'à l'échelle du bassin versant, effectivement, on n'est pas capable de dire quelles sont les tendances,
parce que l'eau potable, c'est pas votre, enfin, voilà, c'est pas votre secteur, vous ne connaissez pas les acteurs, bah, peut-être l'acteur clé, c'est tel animateur ou telle collectivité qui quand même pourrait donner de l'info, ou, moi, enfin, Christine l'a peut-être redit aussi, cette histoire de cheminement, mais un des gros gains, je pense, de NatureAdapt pour l'équipe qui gère la réserve, c'est aussi la posture, c'est de se dire, on est un acteur et la réserve est un acteur à l'échelle du bassin versant. Et si vous sentez que vous êtes absent de certaines instances qui décident de certains trucs, je pense notamment au quantitatif sur l'eau, ben, peut-être y être. Enfin, voilà, ça peut faire changer la posture de la réserve vis-à-vis de sa zone d'influence. Alors, c'est un petit peu creux comme ça peut-être, mais identifier les points clés où vous dites il faut qu'on se batte, je ne sais pas moi, s'il y a je pense sur le Rhin, ou s'il y a des décisions de débit qui vont être accordées au barrage dont dépend la réserve, effectivement, il faut être plus présent pour se battre sur ces instances-là. Il n'y a pas besoin forcément de passer par effectivement des semaines sur Drias à décrypter les chiffres des modèles climatiques pour se poser les bonnes questions. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que la prise de conscience, elle est générale, elle concerne absolument tout le monde maintenant sur chacun de nos territoires. Nous, on a constaté, entre le moment où nous, les 6 sites expérimentaux, on a candidaté pour intégrer le projet, et tout le lot des nouveaux sites tests, en fait, la compréhension et l'intégration des effets du changement climatique, elle avait déjà énormément évolué. Les sites tests qui ont candidaté là, pour la 2e vague étaient vachement plus avancés sur ces thématiques-là que nous, on l'était quand on a candidaté il y a 3-4 ans, quoi. Donc, tout le monde se met en ordre de marche, et tous nos interlocuteurs sur le territoire le sont aussi. Nous, la difficulté qu'on rencontre, c'est que chacun veut s'adapter à sa manière, et que la façon dont les uns et les autres vont s'adapter, ça va impacter les autres. Donc, en fait, pour nous, le point crucial, il est plus d'arriver à essayer de faire passer une vision, une façon de voir le développement du territoire, des principes de respect, etc., des autres activités. Mais en fait, tout le monde est dans une démarche d'adaptation aujourd'hui. Donc le temps qu'on va y consacrer, je pense qu'il y a des étapes et des processus qui vont se raccourcir, en fait. Ce qui est plus difficile, c'est d'arriver à se tenir au courant un peu de toutes les démarches, parce que tout se met en œuvre en même temps et de façon un peu anarchique, quoi. Donc, il faut plus arriver à se mettre en ordre de marche. Et c'est pour ça que je pense que la plateforme et la communauté qui est développée dans le projet est vraiment importante, parce qu'on peut partager énormément de choses en temps réel, en fait, là-dessus. Ça peut faire gagner beaucoup de temps. C'est pas juste de la pub, hein, mais c'est vraiment important, je pense. Je vais compléter un peu ce que vous avez dit, Christine et Véronique. En fait, juste préciser effectivement que vous avez eu beaucoup de temps, vous, en tant que sites expérimentaux, pour travailler sur la démarche, 18 mois, mais parce que finalement, vous n'avez pas eu à mettre en œuvre que la démarche, vous avez eu aussi à l'inventer avec nous. Donc, c'est vrai que ça a pris du temps. Là, les sites tests qui sont rentrés dans la démarche ont un peu moins de temps pour mettre en œuvre cette démarche, puisque maintenant, il y a un guide méthodologique, il y a des choses. Donc, on est bien dans un processus en entonnoir. L'objectif, c'est qu'à la fin de la phase de test, on soit en capacité de produire une méthodologie et puis qui pourra se mettre en œuvre avec un peu moins de temps, puisque du coup, ça aura été vraiment enrichi, comme l'ont dit Véronique et Christine, par l'ensemble des apports des sites. On sera 21 sites qui vont travailler sur cette démarche-là. Donc, ça va nous permettre d'avoir des étapes un peu plus peut-être rapides. On aura engrangé un peu d'expérience, notamment sur la partie climat, services climatiques. Donc, voilà, tout ça sera à disposition et facilitera en fait l'appropriation et la mise en œuvre de la méthodologie. Après, je pense que le point important, c'est qu'une démarche d'adaptation, en tout cas, la démarche NatureAdapt et le diagnostic de vulnérabilité, c'est un point de départ. C'est quelque chose après qui va être le changement climatique, une fois que vous aurez mis le nez dedans, ça alimentera l'ensemble de votre gestion finalement. Donc du coup, il faut vraiment le voir comme un point de départ. Après, il faudra continuer à travailler sur le climat, et le climat, on ne pourra plus passer à côté du changement climatique.
Je suis complètement d'accord avec Christine et Véronique pour dire qu'effectivement, il y a un enjeu. Enfin, en ce moment, de toute façon, le changement climatique, c'est vraiment une actualité. On ne peut plus passer à côté. Les territoires vont s'adapter aussi. Donc, il s'agira pour vous aussi de prendre votre place dans les démarches d'adaptation qui vont se développer sur le territoire. Christine et Véronique l'ont bien dit. L'objectif, ça va être de faire en sorte de porter la voix de votre réserve dans les démarches d'adaptation territoriale. Je pense que les sites qui se lancent là maintenant peuvent en plus avoir un temps d'avance parfois par rapport à certaines démarches, notamment c'était quelque chose qui était pas mal ressorti de la phase d'expérimentation, c'est que les chargés de mission avaient acquis une expertise sur le climat qui était assez appréciée justement après auprès d'autres acteurs du territoire. Donc vraiment, c'est l'occasion de prendre cette place-là et puis de porter la voix des milieux naturels et de vos espaces naturels dans les autres démarches territoriales. Donc voilà, moi je pense que voilà, faut le voir comme un. On dit, en tout cas, on parle de. Nous, quand on a travaillé sur la méthode, on parle d'une méthode de diagnostic de vulnérabilité et d'opportunité. L'opportunité, elle est là, l'opportunité à saisir, elle est là dans la démarche, c'est voilà, de changer un peu sa posture et sa place dans le territoire en tant que gestionnaire voilà, et d'acquérir en fait finalement une nouvelle place importante dans le territoire. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça, même si, bien sûr, ça reste quand même, je pense que ça reste quand même une démarche qui est effectivement, qui peut prendre un peu de temps, qui peut être un peu déstabilisante par moment, mais qui constitue une réelle opportunité, en tout cas pour les aires protégées, je crois. Du coup, justement, il y a Alix qui demandait si ça sera possible d'avoir certains schémas que vous avez faits, notamment pour les sites tests, si vous pourrez partager un peu certaines des choses que vous avez produites, je suppose, sous un format réutilisable. Je suppose que ça, on pourra voir un peu par la suite. Et peut-être la dernière question d'Olivier. Alors, je la retrouve, si Olivier, tu souhaites prendre la parole. C'était si vous... Mais bon, après, c'est peut-être un peu long, mais c'est en fait, comme je réfléchissais par rapport à la question de l'enracinement, j'ai vu dans d'autres exemples que le changement climatique pouvait être une opportunité justement de négocier avec les forestiers une restructuration du massif. En tout cas, je crois que c'est une opportunité à saisir, parce qu'effectivement, la réaction a l'air d'être d'aller chercher des espèces turques ou espagnoles. Mais peut-être qu'on peut promouvoir des bois plus diversifiés, moins denses, surtout si on regarde la question de l'eau et du ruissellement. Voilà, c'était plutôt cette question-là. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion d'y jeter un œil? Oui, alors les postures des sylviculteurs, elles sont très variées. De ceux qui veulent juste se donner comme objectif de maintenir un couvert forestier, donc à moindre coût, en se basant un peu sur les processus naturels, la régénération des essences en place, voilà, l'adaptation du phénotype de chaque essence locale, etc., à l'intervention hyper intensive de remplacement total, quelque chose de très interventionniste et de très interventionniste. Entre les deux, on a toutes les postures. Aujourd'hui, on a vraiment un effet, tout le monde se précipite sur le plan de relance et on voit ça un peu comme l'opportunité qui va permettre de s'en sortir d'une manière très globale, mais ce n'est pas non plus la seule démarche en place. Donc, on a aussi des interlocuteurs qui se posent le problème tout à fait différemment et avec qui on expérimente d'autres choses. Le truc, c'est qu'avec la forêt, le retour on l'aura dans 50 ans. C'est beaucoup plus long à mettre en place et à démontrer. Mais bien sûr, il y a aussi des gens qui refusent de rentrer dans une logique hyper interventionniste et très coûteuse, quoi. Donc, on peut tester des choses avec l'ensemble du panel des acteurs. Ok. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire avec
cette question. Je pense qu'il pourrait y en avoir encore beaucoup d'autres. Ce qu'on peut faire, c'est continuer les échanges sur donc soit le groupe webinaire de la plateforme ou alors dans le groupe que vous avez créé, Christine et Valérie, sur le groupe des Tourbières. Donc, s'il y a encore des questions, si vous voulez échanger des expériences et des informations, surtout, faut pas hésiter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous ne l'êtes pas encore ou à la newsletter du projet. Du coup, un grand merci à vous deux, Christine et Valérie, donc vraiment pour une présentation très riche et du coup à vous tous pour des échanges quand même très complets et du coup très enrichissants. Pardon. Donc, on mettra sur le groupe webinaire, on mettra la présentation et l'enregistrement du webinaire. Et le prochain webinaire, donc celui d'octobre, ça sera également un retour d'expérience, mais cette fois-ci sur la réserve de Chasse-Pressency, donc avec Iris Lochon et Thierry Leroy. Donc, ça sera à nouveau à 11 h et le jeudi 7 octobre. Voilà. Bah, je vous souhaite Merci. bonne journée.